Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour un épisode de podcast pas comme les autres. Je suis très heureux d'accueillir une formatrice pour qui j'ai beaucoup d'admiration et dont la formation est désormais disponible sur Easy Training. Donc, bonjour Nakada, comment tu vas? Bah, ça va très très bien. Et toi, bah, déjà merci pour l'admiration, c'est sympa. Yes. Donc, effectivement, Nekada va nous parler en effet de son parcours, notamment dans le monde du test logiciel. Ça pourrait également susciter des vocations et je tenais en effet à la faire passer sur le podcast pour partager cette expérience riche, en rebondissement souvent, et je pense que ça va vous faire plaisir. Donc, on va commencer déjà doucement à prendre la température. Déjà, en commençant par te demander de te présenter, de parler un peu de ton parcours, de ton expérience et de ce que tu fais actuellement. Yes. Alors, donc du coup, dans Keda, je suis actuellement test lead pour une ESN, anciennement appelée SS2I, donc pour une entreprise du service numérique. Alors moi, j'ai effectué une reconversion il y a un petit peu 3 ans, oui c'est ça, à peu près. À l'origine, donc j'ai une formation en hôtellerie-restauration. Je passais un master en management d'hôtellerie et de restauration à vocation internationale, un truc un peu large, donc qui était très bien. À l'origine, c'était un choix passion. Parce que j'adore manger, parce que les gens adorent manger, et moi j'aime encore plus manger concrètement. Et après avoir travaillé 5 années là-dedans, en fait très très vite je me suis dit que j'allais pas pouvoir continuer en fait dans ce secteur parce que énormément de contraintes et je pense que la passion n'était pas suffisamment forte pour pouvoir continuer là-dedans. Donc très vite en fait après mon master, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire en fait professionnellement. Mhm. Euh, à la suite donc de ce master, je me suis dit bon allez, on aime bien les études, on continue là-dedans et je me suis projetée, je me suis dit bon, tout ce qui est internet, outils numériques, digitalisation, bon ça m'intéresse un peu, bon on en parlait énormément aussi, donc il y avait une croissance quand même qui était présente, donc je me suis dit je vais aller là-dedans, je vais me former là-dedans. Donc me voilà en train de chercher une autre formation à faire rapidement parce que je voulais pas perdre trop de temps. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai trouvé une école, mais j'ai pas trouvé d'alternance. Et je ne me voyais pas payer 10 000 euros une année pour un résultat qui était a priori pas forcément certain. Et coup de chance, en fait, j'ai fini par atterrir dans une start-up qui mélangeait exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire une partie de ce que j'avais appris au cours de mes 5 années d'études et de mes années d'alternance avec ce que je voulais faire par la suite, donc l'hôtellerie-restauration et la partie IT. Donc me voilà à travailler dans cette start-up en création de contenu et puis donc de bol, il y a le Covid qui arrive au bout d'une année dans cette entreprise. La boîte a fermé, licenciement économique. Et là, la question qui se repose un an plus tard, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, Ouais, par chance, bah oui, c'est forcément. Par chance, en fait, j'avais discuté avec un développeur dans cette boîte-là. ouais. Et puis, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au développement. Mhm. Ok, pourquoi pas. J'avais tenté d'apprendre des trucs à gauche à droite toute seule, HTML, CSS, un peu de JavaScript, puis ça me déplaisait pas. Donc il me parle d'un bootcamp qui s'appelle Le Wagon. Je lui dis ok, je vais faire mes recherches sur Le Wagon. Ah mais c'est super, ils ont une com qui est très très bien faite, qui te donne envie, même si tu as si tu as horreur du développement, ils vont quand même te donner envie d'apprendre à développer, tu vois. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah non franchement ils sont très très forts. Donc me voilà sur le site du Wagon, je m'inscris, je passe les sélections et je suis prise. Donc j'ai fait le bootcamp qui a duré 9 semaines où on se réveille, on mange code, on respire code, on dort code tellement c'est intense. Et Ouais, puis ça te lève, quoi. Pour ouais, dire. Mhm. ouais, clairement. Et à l'issue de ça, donc me voilà en train de chercher des offres en tant que développeuse. Sauf qu'en fait, je faisais pas du tout le poids face aux gens qui avaient fait des écoles d'ingé et puis qui avaient vraiment une vraie expertise là-dedans, en fait. Ouais, J'étais ouais. beaucoup trop junior. Donc là, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persiste là-dedans ou est-ce que je prends un autre chemin?
pendant cette formation, on nous avait parlé justement de la partie testing. À l'époque, donc, j'étais chez Pôle emploi, je vais voir mon conseiller Pôle emploi et je lui explique un petit peu mon projet. Et là, il me parle donc de ce qu'ils appelaient une formation en POEI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel, où on vous prépare en fait au métier de testeur. Donc j'en avais vaguement entendu parler, mais je ne savais pas précisément ce que c'était. Ok, bon, j'y vais, ok, je commence à faire mes petites recherches, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Donc me voilà en train de m'inscrire dans un centre de formation, donc Fitech, je pense que c'est assez connu, je m'inscris chez Fitech, je suis retenue et je cherche des entreprises, parce que pour rentrer dans cette formation, la condition sine qua non, c'est d'avoir une entreprise qui accepte de signer une promesse d'embauche dans 3 mois. La formation durait 3 mois. Ok, je cherche, je postule, je passe quelques entretiens et puis en définitive, j'ai été rappelée donc par une ESN avec qui ça s'est très bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé et puis j'ai été embauchée à la suite de ma formation. Donc j'ai adoré ce que j'ai vu dans cette formation, ce que j'ai appris dans cette formation et puis me voilà 3 ans plus tard devenue test lead. Voilà un peu pour mon parcours. Et par rapport à ce que tu fais maintenant, est-ce que tu pourrais dire qu'in fine, ce que tu as appris par le passé t'a aidé dans ton métier d'aujourd'hui? C'est-à-dire, tu as parlé par exemple du métier d'hôtellerie, etc. Est-ce que tu en retiens des éléments qui t'ont peut-être aidé dans tes autres aventures? Oui, clairement. De toute façon, tout ce qu'on apprend dans notre vie professionnelle et personnelle nous sert d'une manière ou d'une autre, que ce soit en termes de réussite ou en termes d'échec. Ce que j'ai fait, c'était pas une reconversion pure et dure, ça a été du reskilling. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les compétences que tu as avant, Oui. qui vont ensuite servir, tu vois, dans le métier que tu vas avoir un petit peu plus tard. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'ont servi de l'hôtellerie-restauration, notamment le souci du détail. En hôtellerie, en gastronomie, les détails, c'est très important. Ça fait partie de l'expérience client. Et Et ça, aussi, sans vouloir te couper, bien sûr, et aussi Mhm. cette aisance oratoire. Est-ce que c'est aussi dans ce cursus-là qu'on vous apprend ça? Parce que moi, je t'ai déjà fait la remarque plusieurs fois, hein. C'est-à-dire, tu parles avec une aisance extrêmement posée. Je me demande si aussi ça vient de là, parce que ça vient de là, c'est que j'enverrai peut-être mes enfants un jour faire ça, parce que c'est bien. Merci. Alors ça, je pense que ça vient pour le coup du master, mais après, toutes les personnes qui ont fait un master ont eu à faire cet exercice-là, de faire, tu sais, des présentations. Tu as une problématique, tu fais la présentation, des travaux de groupe, et puis vous êtes là, tu sais, il faut faire très attention à la forme. Ok. Je pense que ça vient de là, et puis la tenue du podcast, parce que du coup, j'ai un podcast en parallèle sur la qualité logicielle. La tenue du podcast m'a un peu forcé à faire attention à la manière dont je formulais les choses pour qu'elles soient suffisamment claires. Parce que l'objectif, c'est de faire connaître le métier que j'exerce, et donc il faut que ça parle au plus grand monde, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Ben, c'est très clair. Alors, maintenant, si on te pose la question, c'est quoi Mhm. pour toi le test logiciel et quelle est ta vision de ce métier-là? Alors, ma vision de ce métier. Hmm. Je pense que c'est de prime abord, on a l'impression que c'est le vilain petit canard, tu vois, de l'IT. Alors pourquoi, honnêtement, je ne me l'explique pas. Et puis en fait, avec le temps, j'ai fini par comprendre. Quand tu démarres dans le test, tu n'as pas besoin d'avoir des compétences techniques pointues au départ. Parce que plus le temps va passer, plus ton expertise va devoir monter. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise perception parce qu'on part du principe que les testeurs, comme ils sont moins techniques que des développeurs, que des architectes, par exemple, euh, il y a un petit ce côté condescendant. Mais ça, c'est quand on ne connaît pas le métier de l'intérieur, en fait. Après, on découvre évidemment toute la méthodologie qu'il y a derrière et un bon testeur, c'est quelqu'un justement qui comprend toutes les difficultés techniques, mais aussi toute la partie utilisateur final, quoi. Ok, je vois, je vois. Ouais. Donc, ça veut dire en effet qu'il se situe à quel niveau dans la famille de l'écosystème IT? C'est-à-dire en entreprise, il va interagir avec qui? Quel sera son positionnement?
Alors, un testeur va être amené à interagir avec tout le monde. Ses interlocuteurs privilégiés, ça va être le développeur et le product owner. Mais en termes de mission, il va se situer plus du côté product owner parce qu'il va défendre les intérêts de l'utilisateur final. En dehors de ça, il va interagir avec toutes les personnes qui vont être en fait que ce soit côté métier, que ce soit côté tech. En fait, il se situe vraiment à tous les niveaux. Après, ça va dépendre du mode de gestion de projet dans lequel on est. Si on est en agile, forcément, on interagit avec tout le monde. Si on est en cycle en V, on va beaucoup plus interagir avec les développeurs et product owners. Mais de près ou de loin, dans tous les cas, on va devoir interagir avec tout le monde dans une équipe informatique. Ok, donc est-ce qu'il faut aussi ces capacités de relationnel? Parce que souvent, les informaticiens, c'est qu'on est un peu fermé sur notre PC, etc. Tête dans le Est-ce guidon, que ouais. le testeur logiciel, il lui faut plutôt et obligatoirement développer cette capacité de communication un peu transversale entre les différents interlocuteurs? Oui. Clairement, oui. Parce que, alors, après, de toute façon, la communication, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, c'est important d'être un bon communicant. Mais pour un testeur, c'est 2 fois plus important, en fait. Pourquoi? Parce que on peut être perçu comme des destructeurs, dans le sens où on va pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc, on va arriver là comme ça avec nos gros sabots. Ok, j'ai testé ça fonctionne pas, ça ne marche pas. Attention, il y a ça, tu vois. Donc, on est vraiment vu comme des destructeurs. Évidemment, qu'on prend un petit peu de hauteur, c'est un travail d'équipe. Mais au départ, il y a un petit peu de ça. Donc, en fait, il faut savoir échanger avec les gens d'une manière professionnelle en disant voilà, je ne critique pas ton travail, je critique juste le niveau de qualité, tu vois, du logiciel, de l'application qu'on est en train de construire ensemble. Donc, il y a certains mots qu'il vaut mieux éviter. C'est la politique, là. C'est la politique, exactement, c'est la politique. Voilà, donc il faut être un bon communicant et puis de la même manière, tu vois, quand tu effectues des tests, il faut remettre tout un contexte en disant voilà, j'ai testé de telle manière, voilà ce que ça m'a donné comme résultat. Le résultat est différent du résultat obtenu et différent du résultat attendu. Je vois. Voilà. Alors, quand on voit ta trajectoire, lorsqu'on voit en Mhm. effet ton parcours, on constate qu'il y a une partie développement. Donc, les gens qui nous suivent peuvent se poser en effet la question, est-ce qu'il faut que je passe par un parcours de dev pour pouvoir Mhm. en fait me lancer dans le monde du test logiciel? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est mieux parce que techniquement, vous comprenez mieux. Si vous discutez avec un développeur et qu'il vous dit, qu'il commence à vous parler de certains termes, tu vois, euh, Toujours. voilà, commence à parler de variables, d'API, tu vois, de requêtes, de serveurs. Bon, il y a des choses quand même, c'est beaucoup plus simple en fait pour comprendre la problématique. Et même pour analyser, tu vois, une anomalie quand tu vas tomber dessus, pour l'analyser, c'est beaucoup plus simple quand tu as une vision du développement. Mais honnêtement, moi, je faisais partie du ventre mou quand j'étais au wagon. J'étais clairement pas parmi les meilleurs. C'est juste que j'ai acquis en fait un vocabulaire et une méthodologie, encore une fois, qui me permettent de mieux comprendre. Donc, pour quelqu'un aujourd'hui qui a envie de se reconvertir dans le test logiciel, non, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste un sens du détail. Parce qu'on va regarder des éléments de détail auxquels la majorité des gens ne pensent pas, mais qui vont aider l'expérience utilisateur. Donc, c'est pas nécessaire d'apprendre à coder. Non, pas du tout. Ok, Juste être motivé, c'est tout. ça marche. Bah, c'est très clair, très clair. Et du coup, pour quelqu'un qui écoute donc ce que tu as dit, donc il se rend compte en effet qu'il n'est pas obligé de dev pour devenir testeur. Il Mhm. peut se poser la question, quels sont les outils que l'on retrouve dans cet écosystème-là? Si je veux me lancer, j'apprends quoi? Je vais apprendre à faire quoi? Avec quel outil? Mhm. Alors, il y a des outils un petit peu incontournables. Faut pouvoir maîtriser un outil de ticketing, mais ça, c'est pareil, ça s'apprend. De ticketing parce que c'est un élément de communication obligatoire pour communiquer avec toutes les parties prenantes dans un projet informatique, que ce soit avec le chef de projet, que ce soit avec le product owner, que ce soit avec les développeurs et puis les autres. Euh,
un outil de ticketing à maîtriser. Bon, là, en l'occurrence, je vais parler de Jira parce que c'est le plus connu et je pense le plus utilisé. Ensuite, pour le reste, Excel. Ce bon vieil Excel qui permet de faire énormément de choses. Ah, ça. Et puis après, le format est très libre, mais PowerPoint tout simplement parce que en fin de sprint, en fin de période de test, il va falloir produire un rapport qui va être envoyé aux autres parties prenantes où on va retrouver les informations clés sur tout ce qui s'est passé pendant les tests, s'il reste des bugs résiduels, si on a des choses qui sont reportées à la phase de test d'après, voilà. Donc tous des outils de reporting en fait. Mais après pour le format, c'est assez libre. Maintenant, quelque chose qui est quand même obligatoire, c'est d'avoir des graphiques. Mais ça, c'est propre, si tu veux, à l'environnement professionnel, quoi. Ouais, pour le reporting. Okay. Et quel genre d'outils vous utilisez pour le reporting, ce genre de choses? Excel. Ok. Et pas des fois Power BI, parce que souvent j'entends des gens parler de... Ok, donc on peut l'utiliser. Ok. Ouais, je sais que ça se fait. Alors, dans le contexte où je suis, non, on ne l'utilise pas, mais bien sûr que c'est quelque chose qui se fait. Ok, ça marche. Très clair, très clair. Et donc, si on continue encore à regarder un peu, à creuser sur ton parcours, on constate en effet qu'il y a un podcast que tu animes. Et le but aussi, en effet, c'est de comprendre ce qui t'a amené à monter en fait ce podcast et d'où est-ce que tu tires cette énergie pour continuer notamment à le faire vivre. Alors, le podcast. Alors, moi, je marche un peu au truc que j'aime, tu vois. Oui. Donc, l'idée du podcast, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Je trouvais que l'image de la qualité logicielle, on pouvait mieux faire. Vraiment, on pouvait mieux faire. Et le postulat, ça a été, ok, je vais essayer de créer un média. Oui. Un truc de niche, tu vois, tout simple, déjà pour voir s'il y avait un intérêt. Et l'objectif, c'était de commencer un petit peu à changer l'image que les gens pouvaient avoir du métier. Déjà au sein de la tech. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, donner une source d'information supplémentaire aux personnes qui cherchaient à entrer dans l'IT et se renseigner sur le métier de testeur. Qu'est-ce que c'est de l'intérieur, en fait? Comment ça se passe? Donc, ayant ces deux objectifs en tête, comment est-ce que je pouvais faire pour produire quelque chose, produire du contenu qui me plaît suffisamment pour que je reste suffisamment motivée pour pouvoir en faire quelque chose régulièrement? Les podcasts. Pourquoi les podcasts? Parce que à un moment dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est très développement personnel, mais en fait le pouvoir d'un podcast, c'est que on n'a pas besoin d'être très concentré, on a juste à écouter, on pose quelque chose sur ses oreilles et là on ingurgite des informations de la même manière qu'on va les ingurgiter en lisant un livre, sauf que l'effort ne sera pas du tout le même. Et comme j'en écoute énormément, je me suis dit en fait le podcast, très bien, c'est simple à créer. J'avais déjà le matériel parce que j'en avais créé un autre précédemment. J'avais déjà le matériel, j'avais déjà les process. Donc en fait, il n'y avait plus qu'à me lancer. Maintenant, il fallait juste que je structure un petit peu pour que ça intéresse suffisamment les gens, quoi. Ouais. Et comment le podcast s'appelle? Parce que je crois qu'on n'a pas donné le nom depuis. Ah oui, c'est vrai, le podcast s'appelle Calisty, donc QA, donc sans le U, QALISTY. Donc, je vous invite vivement à notamment aller vous abonner sur ce podcast. Il est vraiment très intéressant. Bon, moi, j'y apprends beaucoup de choses vu que je suis dans l'IT. Il y a des choses que je découvre, donc c'est plutôt pas mal. Je sais que tu parles aussi de freelancing avec certaines personnes très expérimentées. On y reviendra un peu plus loin. Mais voilà, ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Et pour maintenir vraiment un podcast sur une thématique, il faut être passionné par la thématique. Parce que c'est pas évident de chercher à chaque fois les invités, préparer les questions. Donc, c'est vraiment pas simple. Alors, maintenant, on va parler notamment de mon écosystème un peu. C'est-à-dire, moi, je viens de l'univers du cloud et du DevOps. Est-ce que ces thématiques qui sont très d'actualité dans les entreprises, est-ce que les testeurs logiciels sont impactés par ça? Oh oui, forcément. Oui, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. En fait, on peut parler du cloud et du DevOps, mais on peut... En fait, un testeur va suivre le mouvement de toute l'équipe. Parce qu'on va intervenir à chaque niveau.
Donc, j'avais justement interviewé un testeur, il est plus que testeur, mais il fait énormément de choses, il est formateur, justement, qui travaillait en DevOps, dans un contexte DevOps. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait. Maintenant, tout dépend du contexte dans lequel vous allez tomber. Ok, ça marche. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont peut-être fans en même temps de DevOps, mais ça dans le monde du test logiciel, peuvent éventuellement adapter leur méthodologie à cet écosystème-là. Bien Ok, sûr. c'est très clair. Donc maintenant, on va ouvrir. Donc je pense que tu m'as déjà tendu une perche en parlant notamment du formateur. Donc maintenant, en effet, on va venir maintenant dans le monde de la formation. Donc, comme je l'ai indiqué au début, on a sorti une formation. En tout cas, tu as sorti une formation donc, sur Easy Training pour devenir testeur logiciel. Est-ce que tu peux déjà nous indiquer ce qui t'a fait en effet accepter notamment cette proposition de faire la formation? Alors, Diran Tafen, je ne sais pas si tu connais. J'ai une brève idée. Tu connais, ouais. Une vague. Alors, oui, ce qui m'a fait accepter, donc c'était à la suite justement d'un entretien qu'on a eu tous les deux dans le cadre du podcast, et j'étais à un moment où j'étais en recherche de challenge. Ouais. Donc créer des formations, c'est pas simple. Ça demande du travail, ça demande d'être assez consciencieux, mais toujours en étant dans cette volonté de faire découvrir mon métier, tu vois, à plus grand monde. Je me suis dit que ce que moi j'avais appris, justement, en cours de reconversion, pouvait servir à d'autres personnes. Donc, à la fois le challenge, à la fois la valeur que ça pouvait apporter à d'autres personnes, étant donné que moi-même je Oui. suis passée par là, tu vois, je me suis dit que ça faisait un bon combo. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé, si tu veux, à faire cette formation, quoi. Ouais. Ok, je vois. Et comment est-ce que tu l'as structuré? Parce que je suppose que tu t'es mis à la place, et c'est déjà quelque chose que j'avais remarqué même lorsqu'on avait échangé la première fois, c'est que tu arrives facilement à comprendre les émotions des autres parce que tu es peut-être passé par là. Donc, comment Mhm. est-ce que tu l'as structuré pour être sûr que quelqu'un, en effet, qui part de zéro puisse s'en sortir? En fait, j'ai tout simplement repris la manière dont moi j'avais appris. Je suis repartie sur mes anciens cours. Ok, donc qu'est-ce qui m'avait marqué? Qu'est-ce que j'avais retenu? De ce que j'avais retenu, qu'est-ce que j'applique aujourd'hui en entreprise? Tu vois, je suis vraiment repartie de mon expérience personnelle. Après, j'ai de la chance, si tu veux. Il paraît que je suis assez pédagogue. Donc, je me suis basée là-dessus. Je me suis basée là-dessus pour construire mes cours, en fait, tout simplement. Donc, quels sont les points clés? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, pour que derrière avoir une employabilité? Et puis, j'ai construit le cours, en fait, là-dessus. Ok, ça marche. Donc voilà, moi, ceux qui vont nous suivre, je vous invite vraiment à découvrir cette formation. On a déjà de très bons retours par rapport à ça. Et moi, je dis toujours aux gens, au lieu d'aller peut-être payer de prime abord un bootcamp peut-être à 6 000 à 7 000 € sur une formation de 2 mois, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça peut être intéressant de découvrir d'abord le métier, notamment via un formateur expérimenté qui va vous présenter la notion. Mhm. Et du coup, si par exemple vous regardez le cours, donc en l'occurrence de Nakada, et que vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, bon, potentiellement, c'est que vous n'êtes pas fait pour le métier. Et du coup, ça va Peut-être. vous épargner des dizaines de milliers d'euros. Et là, vous aurez juste dépensé le coût d'un abonnement sur Easy Training. Et c'est aussi un peu ça la philosophie que l'on met en place, c'est-à-dire, avant d'aller cramer beaucoup de sous dans une formation, essayez déjà d'écouter des formateurs professionnels, pédagogues, pragmatiques, cohérents, qui vont essayer en effet de vous mettre sur la bonne voie. Alors, maintenant, on peut constater en effet que, on va dire, ton évolution, c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de Mhm. réalités auxquelles tu as été confronté et comment tu les as surmontées. Et je pense que de nos jours, avec l'évolution du digital, tellement de personnes se retrouvent dans ta situation. Et Mhm. ça en vient dans ma question. Pour ceux qui vont réaliser des reconversions professionnelles, pas forcément liées à ton domaine d'expertise, quelles sont les astuces que tu peux leur demander, que tu peux leur donner pour réussir? Parce que lorsque moi, je fais des podcasts et que je donne des astuces, on me dit, mais Diran, tu es informaticien, tu n'as jamais fait de reconversion. Je leur dis, ok, attendez, je vais chercher quelqu'un qui l'a fait et il va vous les donner. Donc, qu'est-ce que tu peux donc leur dire? Alors, le premier conseil, honnêtement, c'est de rester curieux. De rester curieux, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Parce que, en fait, on a trop facilement tendance à croire qu'une fois qu'on a terminé nos études,
Oui. qu'on a trouvé un boulot, ça y est, tu vois, Mhm. on est arrivé, c'est fini. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Justement, on le voit, comme tu le dis, avec l'évolution du digital, ça va très 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 vite. La vitesse à laquelle les outils numériques évoluent n'a rien à voir avec la vitesse à laquelle les humains évoluent. Et en fait, on ne peut pas se permettre de s'asseoir confortablement, tu vois, dans son fauteuil et de se dire, bah non, mais moi je suis bien, je vois pas pourquoi je changerais, tu vois, c'est nickel et tout. De la même manière que le Covid est arrivé, ça a pris tout le monde de court. On n'est pas à l'abri demain qu'il y ait autre chose comme ça qui se reproduise. On n'est pas à l'abri demain que, je sais pas moi, il y ait une guerre qui se déclenche. On n'est pas à l'abri demain que, tu vois, d'avoir des soucis personnels qui font que on n'a plus les mêmes capacités pour pouvoir continuer. Donc, moi, vraiment, ce qui me pousse, c'est que j'ai l'énergie qui est là encore, tu vois, physiquement je suis encore en bonne santé, et je me dis, il faut capitaliser là-dessus pour pouvoir continuer à ingurgiter des informations. Donc, ingurgiter des informations, ça passe par effectivement se former, on continue, d'une part, mais pas que. Lire des livres, écouter des podcasts, rencontrer de nouvelles personnes. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer de gens. Je suis bien, j'ai mon cercle, c'est très bien, mais se frotter à d'autres réalités, en fait, parce que c'est comme ça. Quand on rencontre de nouvelles personnes, il y a de nouvelles discussions qui vont arriver et on va se frotter à d'autres réalités. On va voir une chose d'une certaine manière et parler avec cette autre personne-là va nous faire voir une autre facette. Donc, faut pas rester sur ses acquis, faut rester curieux. Et puis vraiment, je pense, continuer à se former. Et quand il y a quelque chose qui nous arrive, en l'occurrence, c'était le licenciement économique, quand il y a quelque chose qui nous arrive, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Voilà. Tant qu'on a un toit sur la tête, tant qu'on a à manger, il y a pire. On avance. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Parce que Mm. c'est une question que les personnes qui sont souvent en reconversion professionnelle me posent. Parce que bon, j'ai déjà animé les POE, DevOps et Admin 6 pendant longtemps. Mais qu'est-ce qui, toi, te permettait de tenir? Parce que je suppose qu'il y a des notions que lorsqu'on on te les apprenait, mais tu regardais le ciel en te disant, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui te permettait de te réveiller le matin et dire, je repars encore me faire massacrer? Oui, oui, oui. Honnêtement, bah, je pense que le besoin en fait de retrouver un emploi, honnêtement, Oui, c'est ça qui m'a fait tenir pendant la reconversion. Et puis, même s'il y avait des choses que je ne comprenais pas, oui. je me disais c'est pas grave, c'est pas grave. Mm. On faut juste prendre le temps en fait. Donc on vient sur un sujet, on y revient après coup, on y revient jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est tout. Après, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait du tout. Ça arrive, c'est pas grave. On n'est pas tous physiciens. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Si on ne comprend pas, on revient jusqu'à ce que. Et puis, si on sent que vraiment ça bloque, Oui. on passe à autre chose. Ça marche, mais en tout cas, c'est très clair. Et merci aussi pour ta sincérité, hein. Donc maintenant, on va parler un peu de freelancing. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, notamment avec la crise Covid qu'il y a eu. Il y a beaucoup de gens qui étaient Mhm. en crise de sens, avaient besoin de liberté, se sont dit que la vie est courte, pourquoi pas, effectivement. Donc, la question c'est, dans le domaine du test logiciel, est-ce que on retrouve vraiment une demande en termes de freelancing? Est-ce qu'il y a une perspective de se mettre à son compte? Oui. Oui, oui, énormément. Euh, je vais encore parler du podcast. Justement, j'avais interviewé quelqu'un parce que il y a énormément en fait de testeurs, Mhm. d'analystes de qualité qui se demandent comment passer tu vois, du statut de consultant en CDI au statut de freelance. Déjà toute la partie administrative et puis comment ça se passe derrière pour trouver des clients et puis réussir à se lancer tout seul, quoi. Donc, Mhm. Mhm. dans le test, il y a beaucoup de personnes qui font ça après avoir acquis une expérience suffisamment importante. Donc, ça dépend des gens. Il y en a qui vont très très vite, qui ont une appétence technique qui est très importante et qui apprennent énormément. Quand on est consultant, le fait de changer régulièrement de mission va faire qu'on va apprendre au fur et à mesure de ces missions. Et il y en a qui peuvent passer en freelance peut-être au bout de 2 ans.
Pour d'autres, c'est peut-être au bout de 5 ans, pour d'autres, au bout de 10 ans. Chacun va à son rythme. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a clairement une demande pour des gens qui ont une expertise, et c'est bien sûr Oui. tout à fait possible de le faire. Ok, ok, c'est très clair. Et je suis persuadé que si je ne pose pas cette question maintenant, il y a des gens qui vont les poser dans les commentaires. Mhm, En termes de salaire, parce que les gens, dès qu'on parle d'un métier, les gens vont dire mhm. oui, mais c'est beau, vous nous avez vendu le métier et tout. In fine, c'est quoi à peu près la fourchette de salaire en comparaison avec les autres métiers de l'IT, voilà, Ouais, les métiers logiciels? ouais. Alors, tout est basé évidemment sur l'expertise et sur la situation géographique. Donc, moi, je suis en région parisienne, donc forcément, les salaires sont plus hauts parce que la vie est plus chère. Mais quand on démarre, quand on est junior, on vient à peine d'effectuer sa reconversion, quand on sort de formation. Alors, les derniers chiffres que j'ai vus, je pense qu'on était entre 34 et 36, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Entre 33 et 36 000 euros. Ça, c'est les derniers chiffres que j'ai vus. Donc, dès qu'on sort de formation. Et puis ensuite, bah, ça grimpe. Hein. Ça grimpe au fur et à mesure de. Forcément, de la compétence. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Très clair. Donc, on arrive au terme de notre échange. Si en effet tu as un message à passer aux personnes qui se posent la question, sont un peu dubitatives sur le métier de test logiciel, qu'est-ce Mhm. que tu leur dirais là s'ils sont en face de toi? Un dernier message. Alors, restez curieux. Ne pas baisser les bras. Et vraiment, vraiment, vraiment chercher à apprendre. Chercher à apprendre, chercher à apprendre, chercher à apprendre. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Et puis, être de bonne humeur aussi, c'est bien, tu vois. C'est agréable, c'est bien. Voilà. Ça marche, c'est super. Donc, merci beaucoup pour ta disponibilité, pour le temps que tu as pris de Avec discuter plaisir. avec nous aujourd'hui. Donc, le podcast sera disponible sur l'ensemble des plateformes et je vous encourage également à suivre notamment les podcasts prémédités aussi qui sont sur Calisti, je vais y arriver. C'est ça. Et nous vous disons à très très bientôt sur Easy Training, c'est-à-dire un formateur passionné. À très bientôt et merci encore, Nekada. À bientôt.